L'intelligence artificielle, on en entend parler partout. C'est maintenant une grosse partie de la vie de nos enfants. C'est une technologie qui est vraiment fascinante, mais ça vient aussi avec son lot de défis. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble comment on peut naviguer dans ce monde numérique avec eux. Imaginez la scène, une scène qu'on connaît pas mal tous. L'enfant est super tranquille avec une tablette, complètement captivé par un paquet de vidéos qui n'arrête jamais. Ça nous donne un répit, c'est sûr, mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question, qui tire les ficelles derrière cet écran-là? La plupart du temps, c'est une intelligence artificielle. On peut voir ça comme une espèce de chef cuisinier invisible qui prépare un buffet de contenu sans fin pour nos jeunes. C'est pratique, c'est vrai, il y a toujours de quoi de nouveau. Le hic, c'est que la recette de ce buffet-là, elle n'a pas été pensée pour les besoins spécifiques d'un enfant. Alors, on plonge là-dedans. On va explorer ensemble les points les plus importants. D'abord, le piège de la dépendance. Ensuite, la question de leurs données et de leur vie privée. On va se demander si les algorithmes sont toujours justes, parler de sécurité, et pour finir, on va voir quel est notre rôle de guide dans tout ça. OK, on commence avec le premier gros morceau, la dépendance. On va regarder comment l'IA est bâtie pour attraper puis pour garder l'attention de nos enfants. Des fois, un peu trop bien même. Pour bien comprendre la différence, j'aime bien cette analogie. Un terrain de jeu, un parc, c'est fait pour que les enfants explorent, s'amusent, puis quand ils sont fatigués, on rentre à la maison. Un algorithme d'IA, lui, c'est comme un terrain de jeu qui a été conçu pour qu'on ne veuille jamais partir. Il n'est pas programmé pour dire « Bon, c'est assez pour aujourd'hui, va donc jouer dehors ». Et ce n'est pas juste une impression. Des experts de l'Institut canadien de recherche avancée le disent noir sur blanc, ces algorithmes sont faits pour optimiser le temps passé en ligne, pas pour répondre aux besoins de développement d'apprentissage des enfants. Leur but, c'est l'engagement, pas le bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La bonne nouvelle, c'est qu'on a du pouvoir là-dessus. On peut, par exemple, expliquer à nos jeunes que les applications sont faites pour être super collantes, un peu comme un autocollant qu'on a de la misère à enlever. Utiliser une minuterie, quelque chose de visuel, ça peut vraiment aider à rendre la fin du temps d'écran moins pénible. Et bien sûr, protéger les moments en famille, comme lors des repas, en créant des zones sans techno, c'est essentiel. On passe au deuxième point, et c'est un gros morceau, la vie privée. On va voir à quel point c'est facile de collecter et de partager les informations personnelles de nos enfants, souvent sans même s'en rendre compte. Regardez bien ce chiffre, 84 c'est énorme, mais ça représente quoi au juste? La réponse est assez frappante, merci. Et voilà, d'après un rapport de protégez-vous.ca, 84 des tout-petits ont déjà une présence en ligne avant même de savoir dire leurs premiers mots. C'est une statistique qui nous force à réfléchir, quand même, sur les traces qu'on laisse pour eux. Et la cause principale de ça, bien souvent, c'est nous, les parents. On ne le fait pas par méchanceté, bien au contraire, ça porte même un nom. Le sharenting, c'est la contraction des mots anglais share, partager, et parenting. C'est notre réflexe de publier des photos, des anecdotes de nos enfants. Ça part d'une bonne intention, mais ça leur crée une empreinte numérique qui va les suivre toute leur vie. Pour en parler à la maison, on peut utiliser une image toute simple. Publier une photo sur Internet, c'est comme l'afficher en format géant sur une place publique où n'importe qui peut la voir. On peut aussi s'asseoir avec eux, puis regarder ensemble les paramètres de confidentialité de nos comptes. Et la règle d'or, c'est simple. On se demande la permission avant de publier une photo de quelqu'un. Ça apprend le respect et ça responsabilise tout le monde. Bon, on aborde maintenant un sujet un peu plus technique, mais qui est super important, les biais des algorithmes. En gros, la question c'est, est-ce que l'intelligence artificielle est neutre? Et la réponse courte, c'est non. C'est une super bonne façon de l'imaginer. Une bonne bibliothèque, ça nous donne accès à plein d'idées différentes, plein de points de vue. Une IA biaisée, elle, apprend à partir de ce qu'elle trouve sur Internet, et Internet, on le sait, c'est rempli de nos propres préjugés humains. Donc l'IA risque d'apprendre et de répéter ces mêmes préjugés. Le vrai problème, c'est que l'IA peut finir par amplifier les stéréotypes. Par exemple, elle pourrait associer certains métiers juste aux hommes ou juste aux femmes, ou présenter une seule vision très limitée de certaines cultures. Sans qu'on s'en rende compte, elle peut renforcer des clichés. Notre rôle ici, c'est de les aider à développer leur esprit critique, de leur apprendre à ne jamais prendre la réponse d'une IA pour du cash. Il faut toujours qu'ils se demandent, est-ce que l'information est complète? Est-ce qu'il manque un autre point de vue? C'est la base de ce qu'on appelle la littératie numérique. Allez, on attaque le dernier risque, la sécurité. On va parler de fausses nouvelles, de désinformation, mais aussi de la manipulation de contenu, un enjeu qui prend de plus en plus de place.
On a peut-être déjà entendu le mot deepfake ou, en français, hypertrucage. C'est une technologie d'IA qui permet de créer de fausses vidéos ou de faux enregistrements audio qui ont l'air incroyablement réels. On peut par exemple prendre le visage de quelqu'un et le coller sur le corps de quelqu'un d'autre ou même cloner sa voix. Et c'est là que ça devient vraiment inquiétant. Chaque photo, chaque vidéo de nos enfants qu'on met en ligne peut, potentiellement, être récupérée et utilisée pour créer ces hypertrucages. Le risque de cyberintimidation ou même d'usurpation d'identité devient alors bien réel. La clé ici, c'est d'établir des règles de sécurité qui sont simples et claires. Règle numéro 1, on ne partage jamais d'informations personnelles en ligne. Nom complet, nom de l'école, adresse, non. Deuxièmement, si on voit quelque chose de bizarre ou qui nous met mal à l'aise, on vient en parler tout de suite à un parent, sans avoir peur de se faire chicaner. Et la base, on ne parle pas aux inconnus, que ce soit au parc ou sur Internet. OK, on a vu les risques. Mais attention, le but, c'est pas d'avoir peur de la technologie et de tout interdire. C'est surtout de bien comprendre notre rôle. On n'est pas juste des spectateurs dans cette histoire. On est des guides pour nos enfants. Notre mission, au fond, elle se résume en 3 verbes. Observer, discuter et guider. Observer ce qu'ils font, sans juger, juste pour comprendre leur monde. Discuter ouvertement pour bâtir un lien de confiance. Et finalement, les guider, pour les aider à développer leur propre jugement et à utiliser ces outils de façon positive et créative. L'intelligence artificielle, elle est là pour rester. Elle fait déjà partie de notre quotidien et de celui de nos enfants. La question, ce n'est plus de savoir si on doit leur en parler, mais plutôt comment on va leur en parler. Alors, je termine avec ça. Ce soir, quelle conversation allez-vous commencer pour ouvrir le dialogue?